officielle de ce conseil, je vous propose donc une secrétaire, en l'occurrence Lucie Delacruz, s'il n'y a pas d'opposition. Elle va nous faire donc l'appel. Vas-y, c'est à toi. Angèle Bobo, Karine Molitor, Antoine Rousseau, Mireille Schneider, Laurent Tortosa, Hélène Laverne, Jean-François Guillotot, Richard Béraud, Patrice Desroches, Ariane Carreau, Céline Lecombe, Présente. Lucie Delacruz, Sabine Bourra, elle est absente, elle m'a excusé. Cyprien Paris, Jean-Claude Rome, Angélique Roussol, Christian Roussel, Valérie Martin, Estelle Villanova et Stéphane Delacre. Ensuite, Emiliana Brenner donné le pouvoir à Jean-François, il va arriver en retard normalement. Ariane Carreau donne le pouvoir à Patrice Kéroche. Romain Hernandez donne le pouvoir à Céline Combe. Et Pilar Chalessin donne le pouvoir à Stéphane Delacre. Très bien. Merci. Vous constatez donc que le quorum est bien là. Nous passons à l'approbation du PV que vous avez toutes et tous reçu. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Passons donc à la première délibération, la numéro 84-2022, approbation de la mise à jour du règlement du cimetière. Et c'est Christian qui nous l'a fait. Merci. Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous avons voulu dépoussiérer le règlement du cimetière et surtout nous assurer de sa conformité. Ça marche. Donc, pour ce faire, la commune a fait appel à l'ANAPEC avec laquelle on a une convention juridique. Pour information, l'ANAPEC est un organisme qui apporte son expertise et son aide sur toute la France aux agents des collectivités territoriales en charge des cimetières. Donc les modifications qui ont été portées ont porté sur des points de détail et l'ANAPEC a approuvé le texte finalisé. Donc préalablement à la signature de cet arrêté, l'approbation du conseil municipal est requise. Si, ça marche, on t'a bien entendu. Donc du coup, comme le dit Christian, c'était un dépoussiérage et une remise en conformité du règlement du cimetière. Est-ce que ça appelle des commentaires ou des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 85, donc 2022, remplacement d'un membre démissionnaire de la CAO. Dans la CAO, c'est la commission d'appel d'offres, c'est ce qu'il a fait. Donc, par délibération numéro 15-2020, en date du 12 juin 2020, on a constitué donc une commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres constitue donc une instance de décision pour l'attribution des marchés à procédure formalisée lorsque leurs montants sont supérieurs ou égaux à. Alors, je vous donne pour information 215 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et services, 5 382 000 pour, hors taxes toujours, pour les marchés de travaux concernant les pouvoirs adjudicateurs et 431 000 € hors taxes pour les entités adjudicatrices. Donc, conformément à l'article L 1411-5 du Code de gestion des territoriales, la CAO sont composées donc du maire, qui en est le président, ou de son représentant délégué à la commission publique. Il est à noter que le président ne peut se faire, la présidence, que le président ne peut se faire représenter par un membre de la CAO. Pour les communes de moins de 3500 habitants, de 3, donc la CAO est constituée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Et donc, comme la dernière CAO était constituée pour les membres titulaires de Richard Béraud, de Karine Molitor et de Madeleine Buquet, comme Madeleine Buquet a démissionné, conformément à ce que nous avions dit précédemment sur les diverses démissions de l'équipe complémentaire, ce qui était dit, c'est que finalement la personne qui l'a remplacé prenait aussi son mandat à la CAO. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en tant que membre titulaire, c'est de proposer M. Delacruz. Et sur les membres suppléants, nous avons donc Angélique Roussol, Émilien Labragna, et nous avions Jean-Marc Lorenz, que nous n'avions pas changé non plus. Et nous proposons donc, si vous en êtes d'accord, Valérie Martin
pour être suppléante à cette commission. Y a-t-il des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante. Dans la délibération numéro 86, autorisation au maire de signer dans une convention avec Festivoc pour l'organisation du marché de Noël, et c'est Mireille qui nous l'a dit. Merci. Donc cette convention concerne l'événement du marché de Noël. Ce marché a pour vocation de rassembler les commerçants, les artisans et les artistes de la région afin de promouvoir le patrimoine culturel, gastronomique et artisanal local et dans le cadre des fêtes de Noël. Donc nous avons décidé de confier l'organisation de cet événement à l'association Festivoc. Le marché aura lieu les 10 et 11 décembre sur l'avenue Émile Léonard, entre le numéro 7 et le numéro 34, c'est-à-dire de la crèche jusqu'à la rue du Marquis. Donc nous proposons au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions? Pourquoi vous aviez parlé au mois de juillet de faire des appels d'offres, pourquoi on fait une simple convention pour cette organisation? Alors, c'est pas un appel d'offres, c'est une mise en concurrence. Et donc, du coup, sur la date en question, nous avions effectivement la société, l'association Festivoc, qui nous fait donc des jeudis lobés et aussi le marché de Noël. Et donc, effectivement, il faut que nous fassions ce genre de choses. Et nous nous sommes dit qu'on allait faire ça et se mettre en conformité dès l'année prochaine, donc en 2023, puisque nous devons signer tous les contrats. D'accord, donc les appels d'offres, c'est valable pour... Ce n'est pas un appel d'offres, c'est une mise en concurrence. Une mise en concurrence. C'est de la loi de 2017, mise en concurrence qu'il n'y a jamais eu. Et effectivement, il faut faire une mise en concurrence. Nous ne l'avons pas fait non plus pour le bar de la Renaissance pour la fête d'Aubé. On ne l'a pas fait pour les food trucks, on ne l'a pas fait pour effectivement. Et nous le ferons, et vous avez entièrement raison de nous le rappeler, dès 2023, même pour la fête d'Aubé, pour le bar qui descendra en bas, qui n'est pas le bar en fait, parce que je ferai juste que c'était l'association des boules dont le président est M. Poncy, puisque le bar ne peut pas se déplacer, il y aura effectivement une mise en concurrence. Et donc, comme nous faisons depuis le début de ce mandat une mise à jour de beaucoup de choses, nous allons nous mettre en conformité, et vous avez raison de nous le rappeler, et je vous garantis que le 1er janvier 2023, nous serons effectivement dans les clous. Parce que l'année dernière, il y a eu un marché de Noël qui a été organisé, je trouve dommage qu'on ne prenne pas les responsables de cette organisation pour reconduire ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Enfin, Quelle organisation, pardon? Il y a eu un marché de Noël qui a été organisé l'année dernière aussi, en bas, là, sur la zone de l'Oreille. En bas, c'est une association sur la zone de l'Oreille qui, dans cette partie privée et une partie publique, nous a demandé d'organiser effectivement une marché de Noël. Oui. Où nous avons accepté. C'est des artisans, des commerçants d'Aubé, donc pourquoi... Mais effectivement, encore une fois, on a toujours dit qu'à partir du moment où ça rentrait dans le cadre que nous avons défini pour les festivités, clairement, le marché de Noël, c'est pas amener la masseuse du village ou les t-shirts d'autres magasins que je ne citerai pas. C'est un concept. Donc, dans ce concept-là, tous les commerçants d'Aubé qui y rentrent, et il y a, si on va les citer, Montero, Eugénie Montero, vous avez des food trucks d'Aubésiens qui y sont, donc de dire. Par contre, il y a des personnes effectivement qui ne rentrent pas dans ce concept, puisque c'est comme pour les jeudis d'Aubé. Donc on ne va pas non plus faire un marché de Noël avec les artisans qui vont nous présenter les dernières piscines, quoi que ce soit, c'est pas du tout le concept. Bon, après, ça ne me convient pas, je l'entends, mais en tout cas, c'est pas comme ça que nous on voit les choses. Non, c'est pas ça, mais je trouve un peu dommage, d'une manière générale. Là, bon, vous parlez de la fête, vous parlez du bar, vous êtes en train de dire que vous allez peut-être retirer le bar. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que nous serons en conformité telle qu'elle est votre demande, et vous avez entièrement raison. Voilà, je ne dis pas, mais bon, vous laissez planer le doute. Et absolument pas. Je trouve un petit peu dommage, d'une manière générale, parce que bon, j'ai eu l'occasion de vivre dans d'autres endroits, et à chaque fois, la volonté des personnes à la mairie, c'était de développer l'activité économique, parce que les entreprises, ça crée des richesses, les commerçants, ça crée des richesses pour les communes, etc. Donc à chaque fois, la volonté des maires, c'était d'implanter du commerce, c'était d'implanter de l'artisanat, c'était de faire venir les gens. Et là, le fait de dire
ces festivals qu'organisent, et je ne laisse pas la porte ouverte aux autres, Pas du tout. et notamment à une association de commerçants et d'artisans, Et pas je du trouve tout. qu'on est en train un petit peu Absolument pas. de décourager l'implantation d'artisans et de commerçants sur Roubaix. Je trouve ça un peu Alors, dommage. Voilà. pour ça, ne vous inquiétez pas. C'est mon point de vue. Voilà. Voilà. Là, je l'entends. on décourage un peu les... Mais on décourage absolument rien du tout. En fait, je rappelle juste qu'avant qu'on arrive, il y avait 5 ou 6 dates sur Roubaix, il y en a plus de 23 de festivités, et vu le succès de toutes ces activités, je ne crois pas qu'on décourage beaucoup de monde. Au contraire. Mais bon, au-delà de ça, il y a des gens qui rentrent dans le cadre, et c'est très bien. Donc, dans le cadre, ils rentrent, c'est très bien. Il y a des gens d'Aubé, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils rentrent dans ce concept. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'était posé en off la question. Nous avons proposé à l'Essor roubaisien de prendre contact avec Festival pour pouvoir justement mutualiser leur effort et le sien, puisque je rappelle c'est quand même la mairie qui organise ce week-end-là. Ils ne l'ont pas fait. Donc la porte a été ouverte en 2021, c'est un tapis rouge. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on leur a proposé, ils ne l'ont pas fait. Donc à un moment donné, on ne peut pas aller chercher les gens et de leur dire venez absolument. D'ailleurs, comme je l'ai fait à tort à l'époque, je n'aurais jamais pu le faire, puisque c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Pardon, mais 2021, c'est peut-être un peu trop tôt, puisqu'en fait, ça a démarré là, sur 2022. Hein. L'Essor roubaisien... Oui, d'accord, mais voilà. On leur a répondu par courrier. On leur a répondu par courrier. On leur a répondu par courrier, et puis à la limite, si vous êtes intéressé, on enverra la copie du courrier. On leur a envoyé par courrier en leur disant qu'ils étaient tout à fait, que vous ne voyez aucun inconvénient, qu'ils se rapprochent de l'association Festivop que nous avons effectivement mandaté pour faire cette organisation. Et d'ailleurs, ils étaient prêts à les attendre, mais ils ne sont pas allés les voir. Donc à un moment donné, si les gens font juste le dire, s'ils ne nous ont pas pris, on veut tout, et on ne veut pas non plus venir, alors c'est leur responsabilité. Donc je viens entendre certaines choses, mais il me semble que nous, côté mairie, on a toujours ouvert les portes, ils n'ont pas pris, c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Pourquoi ils n'y sont pas allés? Si effectivement on avait voulu les freiner, on n'aurait jamais autorisé ce qu'ils font le 18, c'est-à-dire sur la place du château, où ils font une activité nouvelle entre parenthèses, avec un spectacle qu'ils auraient très bien pu organiser pendant le 10 et le 11, comme ça se passe, et vous avez raison, dans beaucoup de villages. Mais au B, c'est particulier. Voilà, c'est marrant. Non, parce que vous avez donné l'organisation à quelqu'un d'autre, donc forcément... Ah oui, on est fâché parce que j'ai pas ma part de gâteau, c'est ça? Non, mais... Mais non. Les moi, j'aimerais avoir quand même j'aimerais que les Sorbésiens viennent s'exprimer. Les Sorbésiens, c'est 2022. Donc 2021, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Après, vous savez, je suis aussi conscient du fait qu'une organisation comme le Jeudi d'Aubé, c'est quelque chose de lourd et que pour justement la cohésion des artisans et des commerçants d'Aubé, je pense qu'il est peut-être aussi pas nécessaire que ce soit eux qui l'organisent parce que ça peut partir. Moi, ce qui me gêne, c'est que on peut travailler en concept, voilà. Mais des artisans d'Aubé qui ne sont pas adhérents à cette association sont écartés. Et ça me gêne énormément. Et quand dans un marché du patrimoine à laquelle ils ont pris, je rappelle que l'année dernière c'était Festival qui faisait le marché du patrimoine, on leur a fait confiance, on leur a dit il n'y a pas de souci. Nous encore une fois, on est peut-être exigeant, on est peut-être un peu trop peut-être. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Nous, si les personnes, quelles qu'elles soient les personnes, nous donnent satisfaction, on est super contents. Mais on l'a dit, on fait des festivités pour les Aubésiens et les Aubésiennes, et pas pour les commerçants. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais je le redis, je l'assume. Non, mais je veux dire par là, c'est que si le commerçant est bon, même à un moment donné, on ne va pas se mentir. Si tu es un bon commerçant, tu y vas. Il peut être Aubésien ou Aubésien. Il y a des gens qui ont des activités ici sur la commune que je ne prendrai jamais chez moi. Et d'ailleurs, même des gens qui sont dans les Essor roubaisien m'ont dit telle personne, je ne prendrai pas travailler chez moi. Pourtant, il est d'Aubé. Donc, l'espèce de pseudo-débat en disant il faut la préférence nationale, la préférence communautaire, voilà, c'est un peu limite. Ce n'est pas des arguments. Il faut avoir des arguments qui sont un petit peu plus étayés, un peu plus consistants. Et quand ils organisent la journée du patrimoine, notamment quand ça a été fait le marché du patrimoine, je suis désolé de le dire, mais alors ça c'est mon point de vue, je n'ai pas obligé de le partager, c'est quand même un poil en dessous du niveau qualité d'organisation de ce qui a été fait l'an passé. Enfin, c'est tout. Après c'est mon point de vue, il n'est peut-être pas partagé par tout le monde, encore une fois, mais je le dis. Moi, avoir sur le marché du patrimoine quelqu'un qui vend des pommades pour se masser, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le lieu. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, j'ai tout à fait énormément de respect pour la personne qui fait ça. C'est pas de dégriner la personne. Vous
savez, les jeudis de Salinel, il aurait fallu assister aux premières éditions. Je suis pas sûr qu'elles auraient été. Je ne suis pas à Salinel, on est à OB. Elles étaient du niveau que OB peut donner maintenant. Hein, donc il faut laisser peut-être un peu de temps au temps quand même. Très bien. Voilà. Antoine? Moi, je voulais réagir sur le fait que vous nous interpellez sur les commerces, le fait de donner, d'avoir. Vous dites que dans d'autres villages, les maires sont attentifs au fait de développer l'activité économique, etc. Je pense que c'est pas un bon procès que vous faites à l'équipe municipale, parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là, et il va y encore y en avoir dans les années qui viennent. Après, on peut dire que ça va pas assez vite, etc. Souvent, on nous dit que ça va un peu trop vite, donc finalement, s'il y en a qui nous disent que ça va trop vite, d'autres que ça va pas assez vite, c'est que peut-être il y a un juste milieu qui est pas si mal. Et puis, moi, je voudrais quand même que, concernant les sorts obésiens, c'est toujours quelque chose qui tourne autour du pot. Vous avez des gens qui viennent nous poser des questions qui n'en font pas vraiment partie. Vous nous posez quasi systématiquement des questions concernant cette association. Et bon, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que, vous voyez, nous on a des débats en interne à chaque fois pour essayer d'ouvrir les choses. Et sincèrement, on n'est pas toujours tous d'accord, mais regardez, Angèle le répétait, le patrimoine, les sorts obésiens peuvent organiser quelque chose. Le 18 décembre, ils vont pouvoir organiser leur marché de Noël. Ils sont intervenus il n'y a pas longtemps, là, ils ont eu l'occasion de se présenter sur les mercredis du Plus grâce à une autre association. Il y a eu, je le rappelle, pendant les épisodes malheureux de cet été, une soirée magnifique organisée par le Club Taurin, par la commune et par les sorts obésiens avec une course de nuit. La commune a demandé à l'essor obésien, en tant que partenaire et en toute transparence, d'avoir des informations sur le résultat économique de cette opération. Nous n'avons toujours pas de réponse. Donc, il ne faut pas nous faire le procès systématiquement de les écarter, de ne pas les considérer, etc. On le fait chaque fois qu'on a une réunion. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et le jour où tout le monde jouera le jeu, il n'y aura pas de souci. Moi, vous savez, le monsieur de DJ Wine, et je suis désolé, je ne me souviens pas de son nom, ce jeune obésien qui a cette entreprise, je l'ai rencontré à titre personnel, et c'est un type qui est très bien, et moi j'ai dit à mes collègues qu'il fallait absolument qu'on aide des entreprises comme celle-là à se promouvoir, etc. Mais il faut pas non plus nous prendre pour des lapins de 3 semaines, et quand on voit comment on est respecté de temps en temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des réunions publiques, etc., par les gens qui pilotent ces activités, il ne faut pas s'étonner que derrière on soit pas forcément très réactif. Et puis je voudrais terminer en disant, encore une fois, en redisant ce que disait Angèle, c'est-à-dire que les activités dans le village, avant que les élections 2020, n'avaient pas autant que ça. Aujourd'hui, Festivoc a permis de donner un élan, un dynamisme, une activité l'été qui est incommensurable. Personne dans le coin n'est capable de faire ça. Nous, on est bien contents de les avoir et j'espère qu'ils vont continuer longtemps à faire les jeudis d'OB. Alors si de temps en temps ils peuvent laisser la place comme ils l'ont fait aux Journées du patrimoine, c'est encore mieux parce que moi aussi je suis inquiet et j'ai envie de faire attention aux commerçants obésiens et j'en trouve aussi, y compris des gens qui étaient sur la liste sur laquelle vous étiez, aux jeudis d'OB pendant tout l'été ou pendant les autres événements de Festivoc. Voilà. Après, je voulais dire aussi qu'il y a d'autres associations, il y a plus de 37 associations, et systématiquement, vous nous parlez des sorts obésiens. Alors, on se pose la question, légitimement, c'est quoi les sorts obésiens pour vous? Mais bon, ça, c'est peut-être notre débat. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions d'intervention... Oui. C'est une association Festivoc, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ils ont la possibilité de multiplier comme ça le nombre de soirées où c'est une association qui a un statut. Ils n'ont pas un quota, ils n'ont pas une limite, ils n'ont pas... Après, moi, je ne suis pas spécialiste exactement là-dedans. En tout cas, ce que nous faisons, c'est carré. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner auprès des instances compétentes. Parce que justement, si c'était hors des clous, il faudrait peut-être poser la question. Oui. Pas hors des clous, de toute façon. Enfin, bon, après, rien ne nous empêche de saisir le tribunal, de faire ce que vous voulez, etc. Je ne vous inquiète pas. Vous inquiétez pas, on ne fait rien hors des clous. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites hors des clous et on doit y mettre de l'ordre. Comme vous l'avez répété tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, je suis complètement d'accord. Dès le 1er janvier, on est sur des appels d'offres sur tout. Effectivement, sur tout le domaine public.
C'est des mises en concurrence, pardon, mise en concurrence, pardon. Mais il y aura un appel d'offres quand même, parce que je rappelle juste que le contrat de ce festival, je pense qu'on en parle, c'est intéressant, comme ça, s'il y a d'autres qui veulent se présenter là-dessus, va finir cette année, donc ils vont faire leur 3e saison donc, en 2023. Et là, il y aura une espèce d'appel d'offres qui sera fait, où nous monterons notre. Oui, mais là, ça sera plutôt un appel d'offres parce qu'on ira sur 3 ans ou sur 3-4 ans. Donc la mise en concurrence est sur une période courte. Mais après, quand c'est un peu plus long, les termes sont un peu différents. Voilà. Mais voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, tous les candidats pourront postuler en remplissant, en répondant aux demandes du cahier des charges qui sera construit par an. Pas d'autres? Donc, du coup, on passe au vote, s'il vous plaît. Donc, du coup, alors, qui est contre, qui s'abstient? Voilà, donc nous avons 4 abstentions. Donc, adopté à la majorité. À contre? Ah, donc vous êtes contre. Alors, 4 contre. Non, moi je m'abstiens. Donc, alors, 3 contre, une abstention. 3 contre, une abstention. Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. La délibération donc, numéro 80. Alors, attends, j'ai vu, c'est ça, la 87, mandat spécial pour un déplacement à Paris dans le cadre du congrès des maires. Donc, comme chaque année, vous le savez, il y a un congrès des maires qui se situe donc à Paris. Donc, c'est l'organisation cette année du 104e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France à Paris, qui aura lieu le 22, 23 et 24 novembre 2022. Donc, la présence d'élus à ce congrès permet d'échanger avec les homologues de régions différentes. Cette opportunité permettra notamment de s'informer sur les perspectives et les innovations, ainsi que sur les différentes pratiques afférentes à la gestion communale, notamment au regard des projets d'investissement de la commune. Bon, la participation des maires et de leurs adjoints et conseillers municipaux présente un intérêt pour la collectivité qu'ils représentent. Donc, ce déplacement qui occasionne des frais de transport et de séjour doit faire l'objet d'un mandat spécial préalable octroyé par délibération du conseil municipal conformément à l'article L2123-18 du code général donc du CGCT. Je ne sais jamais exactement, c'est le voilà, merci, le code général des collectivités territoriales. Donc je propose donc, de donner mandat spécial donc, à M. Laurent Tortosa, 4e adjoint, au maire, dans le cadre du déplacement au Congrès des maires 2022, dans la prise en charge de ces frais afférents. Est-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 88-22, d'autorisation au maire de demander une subvention relative à l'éclairage public auprès des syndicats mixtes d'électricité du Gard. Et c'est Antoine. Bien ça. Merci. Bon, c'est la délibération qu'on a chaque année maintenant, puisqu'on a décidé de renouveler, vous savez, les équipements en éclairage public, et que la subvention du SMEC, le syndicat d'électrification du Gard, est limitée de deux façons, à 20% du montant des travaux et à 6 000 € maximum. Donc nous avons décidé de faire des tranches de 30 000 € par an, de façon à maximiser le budget de subvention. C'est-à-dire que chaque année, on fait 30 000 € de travaux, et du coup, chaque année, on récupère exactement 20% de ces 30 000 €, soit 6 000 €. Donc il s'agit simplement de nous autoriser, monsieur le maire, à faire une demande de subvention relative à l'éclairage public auprès du syndicat mixte pour obtenir ces 6 000 €. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 89, donc modification du budget estimatif de la nouvelle école élémentaire dans le cadre d'une demande de subvention. Donc, je vous rappelle que la délibération numéro 7-2022 du 3 mars 2022 autorisait le maire à déposer une demande de subvention à d'État, du département et des instances concernées dans le cadre de la construction de la nouvelle école élémentaire. Il convient de modifier la présente délibération afin de présenter le nouveau budget établi par EcoStudio, dont l'architecte qui a été retenu suite au concours qui a eu lieu il y a quelques mois en arrière, à l'avenant du projet définitif qui a été donc acté en octobre 2022. Donc le budget initial qui s'élevait donc à 5 418 947 € hors taxes
et présente ainsi le budget modifié pour un total de 4 137 656,48 hors taxes. Comme suit. Donc voilà, y a-t-il des questions? Oui. Pourquoi 1,2 million d'écart? Qu'est-ce qu'on a... Ce qui a été enlevé sur le budget initial de l'école, ça a été essentiellement... Alors, après, en fait, si vous voulez, juste pour expliquer, c'est que quand on fait l'appel d'offres, il n'y a pas vraiment, on n'a pas ce budget en fait. Nous, on a donné un budget dans le cahier d'échange de l'appel d'offres, mais c'est un budget très général. Qui gonfle. Voilà. Qui est assez gonflé. En fait, nous, on est allé très tôt c'est pour ça que c'était passé d'abord dans le conseil municipal, c'est parce qu'on a lancé les demandes de subventions très tôt. Donc, comme on a voulu lancer les démarches assez rapidement, l'objectif aussi, c'est de trancher en fait les travaux, parce que par exemple, pour donner un ordre d'idée, on va demander des aides à la préfecture, donc là ça rentre dans un cadre global, mais quand on demande des aides au département, c'est lié au montant des travaux, et plus on augmente, plus le niveau de subvention est faible. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, en tranchant les travaux, c'est qu'on a des aides plus importantes, elles sont finies, elles sont payées, et on lance une autre tranche. L'idée étant d'optimiser au maximum pour avoir le plus de subventions possible au regard du montant important des travaux. Donc effectivement, on avait une estimation haute, étant donné que il y a un gros projet, il y a des projets de VRT aussi derrière, enfin il y avait pas mal de choses, et donc là, ce projet a été affiné, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas encore évoluer, soyons clairs, parce qu'il va y avoir l'évolution des prix des matériaux, il peut y avoir plein de choses aujourd'hui qui peuvent impacter. On sait aujourd'hui que la fourchette, même si ça paraît énorme, hein, je comprends tout à fait, je le pense aussi, quand on parle, on est à 1 million, mais effectivement, on est en gros, ça va se jouer entre 4,2 millions et 5 millions, en gros, et on va osciller dans ces montants-là. Là, ça a été mis à jour parce qu'on va essayer d'avoir une subvention pour 2022, et dans ce cadre-là, et on redemandait pour 2023, et dans ce cadre-là, chaque fois, on nous demande une délibération du conseil municipal pour mettre à jour nos demandes de subventions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les subventions qu'elles sont données, elles sont plafonnées. Donc il y a un plafond de, je dis une bêtise. Oui, ça dépend effectivement. Au niveau, 600 000 euros pour ça. Non, ouais, ça dépend. Au niveau de l'aide de terre, effectivement, de la préfecture, c'est 30 à 40%. Des fois, ils ont dit qu'ils mettaient des plafonds. Visiblement, ils ont mis un taux de 30%, mais sans plafond. Ce qui serait super. On pousse vraiment, en fait, dans tous nos échanges avec les collectivités. C'est pour ça qu'on a fait venir la préfecture. On a énormément d'échanges avec tous les intervenants qu'on ne connaissait pas avant pour expliquer tout le bien fondé. Et je crois que quand ils viennent sur OB, ils se rendent compte, on en parlait encore au début, de la nécessité de faire cette école-là. Hein. Il y a encore 2 ans et demi, il y en a certains qui nous disaient que ça ne servait à rien, que l'école était très bien, elle était dans son jus, et ça nous renvoyait à notre jeunesse. Ce qui est très bien, on ne va pas mettre en mal le bâtiment, mais il y a des réalités, et tout le monde, quand tout le monde va dans cette école, tout le monde se rend compte qu'il y a une vraie nécessité de refaire cette école-là, malgré tout. Donc on a des échanges permanents avec tous les intervenants, et petit à petit, voilà, on adapte, et les demandes de subvention, c'est juste le nerf de la guerre pour nous, donc on va tout faire pour essayer, mais là je pense encore pour finir, c'est qu'il y a encore tout un travail, l'étude n'est pas finie avec EcoStudio, il y a encore tout un travail qui est fait sur le mode de chauffage de l'école, un travail qui est fait avec toutes les équipes et les groupes de travail sur le sujet, notamment la géothermie est encore à l'étude, les panneaux solaires sont encore à l'étude, et ça va forcément entraîner aussi une évolution de ces estimations-là. Et puis il y a pas mal de choses aussi, beaucoup de réflexions qui sont menées. Il y avait encore une réunion hier matin avec EcoStudio et la CCI, les élus qui sont en charge. Donc il va y avoir des évolutions dans l'avancement du projet petit à petit. Ouais. Oui, donc du coup, effectivement, on va revenir assez souvent vers vous pour modifier tout ça, pour pouvoir prendre. En fait, on va essayer d'optimiser au maximum les subventions pour que ce projet soit le moins coûteux possible pour la commune. Et à ce titre, je voulais quand même remercier vraiment Karine et Christian et la fonctionnaire Florence Meistre qui travaillent tous les 3 sur la partie budgétaire qui n'est pas simple. Parce qu'il a fallu comprendre que toute cette articulation de subventions, et la plupart d'entre nous venons du privé, donc c'est quand même, il y a quand même des choses à comprendre qui ne sont pas évidentes avec les services publics. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
Nous passons donc alors la suivante, ce n'est pas une délibération, il y a une petite erreur, donc la numéro 90, le rapport donc, annuel sur les prix et la qualité du service public de la gestion des déchets. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une compétence de la communauté de communes et que ça a été voté déjà au dernier conseil communautaire. Et donc Antoine va nous faire une lecture, une partie synthétisée de ce rapport, parce que c'est une grosse lecture, il va rentrer dans des points sensibles. Et donc l'objectif d'informer le conseil municipal, c'est une obligation de nous informer de ce rapport des déchets de manière générale. Voilà, Antoine. Oui, monsieur le maire m'avait demandé au départ de lire les 31 pages du rapport en séance, mais on a collectivement refusé. Merci Angèle d'avoir accepté. Plus sérieusement, vous avez reçu ce rapport, j'espère que vous avez eu l'occasion de le parcourir. Si vous voulez, je peux vous donner quelques éléments saillants et puis évidemment répondre à toutes les questions nécessaires. Nous ne sommes pas dans la région des bons élèves sur la gestion des déchets, et c'est aussi vrai à Aubé, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on fait quand même quelques progrès. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que cette année, nous avons globalement réaugmenté de façon assez importante la production de déchets, sous toutes les coutures, on va dire, hein, que ce soit les DIB, ce qu'on appelle les incinérables, le tri, les dépôts en déchetterie, etc. Alors il y a une raison, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a la reprise un petit peu post-Covid, hein, parce que l'année 2020 avait quand même été un peu particulière. Donc là, je vous rappelle qu'on fait le rapport de l'année 2021. Hein. On est un peu en retard, mais à la commune, on n'est pas du tout en retard, parce qu'en fait, comme l'a dit Angèle, on vient seulement de voter le rapport au conseil communautaire. Donc c'était la communauté qui était un petit peu en retard. Mais... Donc en 2021, il y a eu cette reprise. Il y a aussi eu l'événement très important et assez traumatisant du 14 septembre 2021, où il y a eu des grosses inondations avec une production de déchets très importante, en particulier des encombrants, donc qui ont généré des tonnages qui ne sont pas des tonnages habituels, et je vous assure que c'est des pourcentages non négligeables par rapport à la production annuelle. Et puis on a aussi des abus qui ont été faits suite à la mise en place de la nouvelle réglementation en déchetterie, et donc ces abus-là ont été analysés par les services et ils vont être réparés, j'espère, rapidement. En gros, hein, pour le dire très simplement, vous avez des professionnels qui profitent de leur carte personnelle pour venir faire des dépôts gratuits en déchetterie, alors que c'est interdit, puisque quand ce sont des déchets professionnels, ils doivent être facturés. Donc voilà, on va trouver une solution pour résoudre ça. Sinon, sur les déchets verts, donc la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on produit beaucoup de déchets verts. On est en toute petite baisse, mais il y en a encore beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que les gens ne les brûlent pas. Et ça, c'est très bien, parce que je vous rappelle que le brûlage est interdit, strictement interdit. Hein, sauf dérogation dans certains cas, mais en tout cas, par défaut, c'est interdit toute l'année. Et donc on va essayer de mettre en place avec la collectivité des actions de broyage pour éviter en fait les dépôts en déchetterie, ce qui permettra aussi aux gens de récupérer du broyage. Enfin, on en a besoin aussi dans la commune, donc on va essayer de faire des circuits courts. Et puis je termine par là, sur les actions qui ont été mises en place depuis 2022 et qui vont se poursuivre. Vous avez le fameux PLP-DMA, donc le plan local de gestion des déchets ménagers et assimilés, hein, de prévention des déchets ménagers et assimilés, donc qui vient d'être mis en place. Donc vous avez des Repair Café que Madame Buquet organise une fois par an. Vous avez la semaine prochaine un camion qui va venir pour la semaine européenne de réduction des déchets. Il y a une publication qui a été faite récemment sur les réseaux sociaux. Vous avez tout un tas d'actions en fait qui vont viser à diminuer la production de déchets. Vous avez la loi biodéchets qui va être mise en place dans un an. Donc je vous rappelle qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais bon, la meilleure pédagogie c'est la répétition. C'est au 1er janvier 2024, nous n'aurons plus le droit, nous les uns les autres, de mettre des déchets des biodéchets, pardon, donc au sens des déchets putrescibles, dans nos poubelles. Donc les sachets de thé, les trognons de pommes, tout ça, ça doit aller au compost, aux poules, aux composteurs partagés, comme on veut. Il faut qu'on trouve des exutoires, mais voilà, ça va être mis en place. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, c'est tout nouveau puisque ça date d'hier soir. La nouvelle délégation de service public de l'incinérateur de Lunel-Viel a été votée en conseil syndical hier soir. Et donc, je vais vous passer tous les détails de la convention, mais dans la convention, il y a quelque chose qui est très important, puisqu'en fait, le nouveau délégataire, qui est Suez,
s'est engagé par contrat à faire baisser les tonnages des collectivités. C'est-à-dire qu'en fait, Suez va être intéressé par faire baisser le nombre de tonnes qui vont à l'incinérateur. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire offrir, entre guillemets, dans les communes, des prestations pour nous faire mieux trier. Donc on va avoir des composteurs collectifs qui vont être mis à disposition davantage, on va avoir des composteurs individuels qui vont être mis à disposition davantage, on va avoir des gens qui vont venir nous former, etc. Et tout ça, ce ne sera pas aux frais de la collectivité, ce sera ni aux frais de la commune, ni même aux frais de la CCRVV qui, comme le disait Angèle, a la compétence sur la récolte des déchets. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une année, encore une fois, un peu intermédiaire. On a eu une réaugmentation du tonnage due aux éléments que j'ai évoqués. On a encore des efforts à faire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en œuvre et j'espère que tout le monde pourra jouer le jeu comme l'ont fait par exemple, et je tiens à les citer en exemple, les foulées obésiennes récemment, qui était une course quasiment zéro déchet. Hein. On a vu des sportifs faire la vaisselle à la fin du repas, et donc il y avait vraiment 2 sacs poubelles qui ont été jetés, ce qui était quand même assez remarquable pour un événement qui a mélangé plus de 1000 personnes. Voilà, je voulais les féliciter au passage. Si vous avez des questions, je réponds. C'est pas de question. On passe au point suivant. Donc délibération numéro 91-2022, donc tarif de prestations supplémentaires pour les travaux de branchement au réseau d'assainissement collectif. Et c'est... Alors, cette délibération concerne notre volonté d'ajouter au bordereau de prix de branchement voté par délibération du 3 mars 2022 la prestation rapport photo pour un montant total de 29 € hors taxe. Cette prestation nous sert essentiellement à renseigner notre SIG, c'est notre cartographie, pour avoir une meilleure maîtrise de notre patrimoine, ce qu'on va dire, d'OUC. Voilà. Donc ça rajoute 29 € à la facture finale, hors taxe, pour l'administrer. Allez, oui, des questions. Des questions, non. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération numéro 92-2022, acceptation de la proposition de rachat d'une chapelle, d'une concession rétrocédée à la commune. Et c'est Christian, donc ça concerne le cimetière. Voilà, donc il s'agit de la concession numéro P10, située dans le cimetière dit catholique, sur laquelle se trouve édifiée une chapelle qui a été récemment rétrocédée à la commune par la famille Gauthier par acte du 5 janvier 2022. Donc la famille Gauthier avait une chapelle qui était délabrée, et donc elle rétrocède à la commune. Monsieur Deschamps s'est manifesté, et Monsieur Deschamps Daniel, par courrier du 3 septembre 2022, propose pour racheter la chapelle, de racheter la chapelle pour la somme de 1 500 €, à laquelle s'ajouterait la somme de 1 000 € relative à l'acte de concession. Donc, mais préalablement à cette vente, il est indispensable de retirer les corps présents dans la concession, ce qui occasionnerait une dépense pour la commune de 1 324 €, soit 1 176 pour la commune. Très bien, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, la numéro 93-2022, donc création d'un périmètre délimité des abords de la commune d'Aubé, et c'est Richard. Bonsoir à tous. Alors en fait, il s'agit de modification des périmètres de protection autour des bâtiments classés monuments historiques. On en a 3 sur la commune d'Aubé, donc il y a le château, le Planterin et la chapelle Saint-Nazaire. Aujourd'hui, on a des périmètres de 500 mètres, c'est un rond de 500 mètres autour de chacun de ces monuments historiques. Et le projet consiste en fait de réduire ces périmètres à, si vous voulez, à des cônes de vue. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rond qui touchait des zones
je dirais, des secteurs résidentiels où on était obligé de leur imposer, parce qu'ils étaient dans le secteur de protection des monuments historiques, de mettre des fenêtres en bois et non pas en PVC ou en aluminium comme ils voulaient. Là, ça libérera plus de possibilités dans certains secteurs et ça renforcera la protection des cônes de vue par rapport à ces monuments historiques. Donc, si vous voulez, c'est une délibération qui autorise donc l'architecte des bâtiments de France à réétudier ces périmètres, ces cônes de vue, ces nouveaux cônes de vue. Donc, on a déjà un peu travaillé dessus avec eux en se déplaçant tout autour du village pour étudier quels étaient les cônes de vue les plus intéressants. Et donc cette délibération, on demande donc au conseil municipal d'approuver la création d'un périmètre délimité des abords sur la commune d'Aubé, d'autoriser l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine à commencer les études nécessaires à l'élaboration de ces périmètres délimités des abords et à réaliser le rapport de justification du PDA, c'est-à-dire du périmètre délimités des abords. Voilà, il y a des questions? Oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, faire compliqué quand on peut faire simple? C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, autour d'un bâtiment, vous avez un rond de 500 mètres. Oui, mais ça c'est simple. Mais maintenant, je vais savoir si je vais être dans le cône de vue, de la longue vue, de la jumelle ou du machin. Enfin, c'est débile en fait. Non, pas du tout. Ça permet de protéger déjà plus loin que les 500 mètres quand vous êtes dans un cône de vue, par exemple à l'entrée des villages. Et ça permet aussi de sortir certains secteurs de ces secteurs protégés où il n'y avait aucun intérêt. Il y a des lotissements qui rentrent dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. On ne les voit pas du château, ils sont cachés, pareil pour la chapelle Saint-Nazaire, et on leur impose, si vous voulez, certains matériaux, certaines couleurs qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui ont des coûts et des entretiens qui sont... En fait, ça sera un petit dépoussiérage et ça sera beaucoup plus affiné. Voilà. Alors c'est vrai que bon, voilà. C'est-à-dire qu'après, on risque de casser un peu l'homogénéité des villages, quoi. Parce que, mais non, au contraire. Pas du tout. C'est tout le contraire, ça. Non. Si, parce que le cône de vue peut partir, par exemple, il peut être beaucoup plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, mais tu peux avoir une maison qui va être dans un cône, et puis celle d'à côté qui va pas l'être, et puis... Mais justement, c'est de travailler avec les bâtiments de France, voilà, l'architecte des bâtiments de France, donc en principe, on va leur faire confiance. Non, mais ces cônes sont étudiés. Il va y avoir aussi des protections sur certains bâtiments, et tout ça, ça va rentrer dans le cadre de la révision du PLU. Ça sera soumis à l'enquête publique. Je voulais juste ajouter un point. Moi, je trouve ça, au contraire, je trouve que c'est plutôt pragmatique, c'est-à-dire que les endroits où on voit, il faut protéger, les endroits où on ne voit pas, bon, voilà. Après, on est d'accord que ça peut se discuter. Je voulais juste faire remarquer que cette loi sur le périmètre, elle existe depuis une dizaine d'années, et que moins que ça, alors, depuis 6 ans, mais elle n'a pas pu être mise en application partout de façon homogène, parce que les DRAC, la Société des bâtiments de France, ils n'ont pas suffisamment de personnel, c'est des services qui sont sous-staffés, et donc du coup, jusqu'à maintenant, ils mettaient ceinture et bretelles, les 500 mètres, et puis terminé. Aujourd'hui, ils vont pouvoir faire un travail un peu plus précis, c'est ce que disaient Angèle et Richard, parce que, encore une fois, s'il y a un cône de vue, même à 505 mètres, il faut le protéger. Et au contraire, s'il y a des endroits qui sont complètement à l'aveugle et qui ne gênent pas du tout la vue sur le château et qui sont à 490 mètres, autant ne pas les pénaliser. Mais bon, après, tout ça, c'est discutable. Et voilà, c'est ce que j'allais dire pour finir. Ça ne veut pas dire qu'on va autoriser des maisons peintes en verte et des machins. Mais obliger des volets en bois, par exemple, ça n'a pas forcément de sens. Vous voyez, dans l'entretien, des panneaux solaires aussi, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas en mettre parce qu'ils sont alors que ça ne se voit pas. Donc il y a des choses comme ça, c'est plutôt de cet ordre-là, plutôt qu'il n'y a pas de différence. Après, il y a tout le travail qui va être fait sur le PLU, mais il n'y a pas de différence après d'homogénéité dans les maisons ou dans la structuration. C'est vraiment sur des points qui sont déjà des fois plus difficiles à porter, comme disait Angèle, comme ça. Très bien. D'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopter à l'unanimité. Nos amis de la DRAC pourront travailler tranquillement. Bon.
Donc du coup, l'ordre du jour étant épuisé, je vais passer aux informations du maire. Donc je vous informe qu'il a été pris la décision de fixer le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place de la voirie pour les festivités de fin d'année, marché de Noël, animations diverses, à 50 € par jour d'occupation, donc pour le dernier mois de cette année. Je vous informe, donc la décision a été prise aussi de conclure un avenant numéro 1 donc, avec l'entreprise SS Entreprise Bassereau, prévoyant pour le lot numéro 4 des menuiseries intérieures et du mobilier concernant les travaux de la mairie. Donc il y a eu des moins-values, des plus-values. La totalité des plus et des moins ont fait qu'au final, nous nous retrouvons avec un moins de 1 200 € hors taxe, et donc on porte le nouveau montant du marché à 22 650 € au lieu de 22 850 €. Voilà. Je vous informe aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, des travaux de la route de Congénie. Donc comme vous le savez, les travaux vont durer, donc ils ont commencé, la route est barrée depuis le 15 de ce mois-ci, 15 novembre, jusqu'au 15 décembre, un mois. C'est vrai que c'est contraignant, mais on est obligé, pour des raisons techniques, de passer, puisque les tuyaux qui vont être découverts sont au milieu de la départementale et pour aller plus vite, pour éviter que les travaux durent plus d'un mois. Juste, je voulais faire une petite information à ce sujet. Il y a des déviations qui ont été mises en place. On demande quand même à nos administrés de faire attention à la vitesse à laquelle ils routent, et notamment sur le chemin de la Débine, où on a constaté, le chemin du kiosque, on a constaté des vitesses assez excessives, et donc on va certainement demander à la PMI, à la police communautaire, d'y faire un tour et de verbaliser si des personnes excèdent en vitesse, parce qu'il y a quand même des enfants, et bon voilà, on demande un peu à tout le monde de se calmer et de passer calmement, surtout dans ces rues-là, parce qu'il y a quand même des habitants et des administrés qui sont un peu agacés de ces vitesses-là. Je vous informe aussi donc le déplacement de 2 classes. Il y a 2 classes sur l'école élémentaire. Nous avons été interpellés au début de notre mandat par la directrice de l'école élémentaire sur des fissures sur une classe de CP. Et donc, suite à ça, nous avons fait les travaux de la mairie. Quand on a fait les travaux de la mairie, nous nous sommes aperçus que les voûtins, nous avons découvert, parce que dans le vieux, on découvre toujours des choses qu'on ne s'attendait pas, que les voûtins étaient très très fins et qu'il y avait un risque d'effondrement. Donc nous avons mandaté une société qui s'appelle Ginger, qui a donc fait une investigation un petit peu plus approfondie, des sondages, etc., pour voir la solidité de l'ensemble justement de ce plancher. Le résultat de cette étude, nous l'avons eu la semaine dernière. Elle nous préconise de déménager les élèves sans danger imminent. Elle n'a pas parlé de danger imminent, mais enfin, elle nous le préconise parce qu'avec les vibrations qu'il y a sur la route, avec les travaux qui ont été faits à la mairie et les travaux qui vont être faits pour le déplacement de la poste, il nous préconise quand même de les déplacer et de faire les réparations nécessaires sur ce plancher. Donc du coup, avec les élus, nous avons discuté, nous avons fait le choix de qualifier ça un peu d'imminent, de façon à déplacer très rapidement les enfants. On ne veut pas prendre de risque, surtout l'actualité, comme vous le savez, malheureusement, à travers la France, il y a pas mal de bâtiments qui tombent, mais on ne veut pas ça, A ou B, ça c'est sûr et certain. Et donc, nous avons pris la décision de déplacer ces classes, qui vont donc aller sur la salle qui se trouve au-dessus, donc dans la salle polyvalente et au-dessus de la salle polyvalente, là où il y avait le centre socioculturel. Voilà, donc voilà, donc des aménagements ont été faits actuellement très rapidement. Des entreprises vont intervenir demain matin pour sécuriser ces enfants. La classe qui est en question en danger a été évacuée dès ce matin. Je remercie d'ailleurs la réactivité des services de l'éducation nationale, notamment l'inspecteur d'académie et madame la directrice qui a de suite pris la mesure, l'importance de la mesure. Donc ils ont un petit peu éparpillé les enfants sur une autre classe. Demain matin, ces enfants vont pouvoir être ici. Ça va être contraignant pour les associations, puisqu'on a vu avec les associations concernées, on leur a indiqué certains petits problèmes. Enfin, on a communiqué sur les réseaux sociaux, on a communiqué par courrier, on est dans notre comité, on vous suit là-dessus. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, et donc la deuxième classe, qui elle n'est pas en danger, mais comme on va faire les travaux, donc ça sera des travaux qui vont être faits assez rapidement, qui vont durer près de 2 mois. Donc ces élèves seront là jusqu'à
On a prévu au retour des vacances de février, donc c'est provisoire, mais ils vont revenir sur leurs classes respectives. Donc on déplace aussi notre classe qui n'est pas en danger, mais pendant les travaux ça va être très contraignant, donc on peut le faire aussi dans le bain. Donc tout ça a été validé avec les services compétents. Et je voulais remercier d'ailleurs la réactivité des élus majoritaires ici qui ont travaillé sur le sujet et des fonctionnaires qui sont mobilisés depuis maintenant près de 2 jours. On n'en dort pas, on a fait le nécessaire et en particulier Jean-Claude Roy avec les services techniques qui ont été très très réactifs et aussi nous avons eu besoin de matériel et je voulais remercier Mark Haynes et la coopérative qui nous a prêté plus d'une 50aine ou 60aine de caisses en plastique pour pouvoir déménager très rapidement les affaires des enfants. Voilà, ça je voudrais vous féliciter, monsieur Rome, dans le monde Il y a une situation de crise. Alors c'est une situation, je tiens à le dire aussi, contraignante, embêtante pour les enseignants, c'est pas facile. Il y a eu des problèmes peut-être de communication. Bon, en tout cas, quand on a ce genre d'événement, on va tellement vite qu'à un moment donné, on peut oublier 2-3 choses. En tout cas, l'important, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants sont en sécurité et que les travaux vont commencer grâce aussi à Richard. Bien, je suis témoin, mais je le dis aussi que tout le monde était impliqué, parce que tout le monde était impliqué, puisqu'une entreprise va intervenir dès la semaine prochaine, une dizaine de jours pour faire les travaux. Jean-Claude a bien précisé, c'est pas que M. Rome, c'est aussi les services techniques. Ah, je l'ai précisé que c'était le service technique, oui, non, bien sûr, je ne vous dirai jamais les services techniques, les fonctionnaires, moi je le dis, on est une équipe, ce sont les élus et les agents qui travaillent avec nous et qui sont formidables à OB, contrairement à ce qui a pu être dit pendant des années. Je peux vous dire que nous avons des agents formidables sur la commune d'Aubé, qui font très bien leur travail, et on le voit dans ce genre de situation, ils sont excessivement présents, et ils donnent le maximum d'eux-mêmes. Et c'est vrai que le service technique a été vraiment très actif et formidable sur ce sujet-là. En complément, en autre information, je vais vous donner donc, j'espère que je peux vous dire quelque chose, voilà. Juste vous informer qu'il y a le marché de Noël organisé donc, par la mairie le 10 et le 11 décembre, et que les vœux du maire, enfin, on va pouvoir les faire, et ça sera le 13 janvier, puisque nous avons eu la chance d'avoir le Covid pendant plus de 2 ans, et donc nous allons rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus normal, on va dire. Voilà sur les informations que je souhaitais vous donner, et je clôture donc cette séance. Merci à toutes et merci à tous. Merci.